Parfois, on s'attache trop à vouloir empêcher la réalisation du ransomware. Des chantiers SASI from scratch vers une approche full SASI, en 5 ans, j'en ai pas vu une seule. Quand ChatGPT et consort est arrivé, c'était de la curiosité. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un vrai outil consommé par les entreprises pour réaliser des tâches d'entreprise. L'IA aujourd'hui, en une matinée, on peut développer quelque chose, on peut mettre en place un process qui révolutionne la façon dont l'entreprise fonctionne. On voit aujourd'hui des entreprises qui ont des facturations a posteriori de plusieurs millions de dollars parce qu'il y a une consommation massive de l'IA sans contrôle derrière. Personne n'avait prévu ces montants-là. La problématique de l'agence, c'est que c'est extrêmement sexy. Souveraineté et cloud, pendant longtemps, ça n'a pas fait bon ménage. Bonjour et bienvenue à notre émission L'Angle d'Attaque, qui est l'émission cybersécurité, stratégie et business de risque intermédiaire. Et ça tombe bien, puisque vous travaillez en cybersécurité. Alors, Stan Nabet et David Fonseca, vous travaillez ensemble dans la même société, donc qui est Netskope. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être vous présenter et nous expliquer ce que fait Netskope ? Merci Yasmine et bonjour. Donc, je suis Stan Nabet, je suis le directeur des opérations pour Netskope en France. Netskope est un acteur de la cybersécurité. C'est mieux pour venir ici. Effectivement. Et notre objectif depuis le premier jour est de fournir un élément de sécurité, un socle de sécurité pour les clients qui va faire converger le réseau et la sécurité à travers le cloud. Depuis 2019, Gartner y a posé un nom, en l'occurrence le SASI. Et c'est l'idée de l'interview d'aujourd'hui, c'est de parler de ça. Exactement, je confirme, on va parler de cybersécurité, plus particulièrement de SASI. David. Donc, bonjour Yasmine, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis David Fonseca, je suis directeur technique France chez Netskope. Donc j'ai en charge les équipes avant-vente Netskope en France, tout le territoire français. Et j'ai également en charge la communication technique de Netskope au travers des médias, des événements, etc. Alors j'ai préparé cette émission avec un rapport qui est justement le Cloud and Threat Report 2026 de Netskope, et j'ai vu quelques chiffres que j'ai trouvé assez perturbants, si je peux dire les choses comme ça. Et je vous partage donc les informations. Les usages de GenAI ont triplé, mais les volumes de données ont été multipliés par 6. Bon, avec la moitié des entreprises qui n'aient pas de politique de gouvernance. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec plus de 50% des entreprises qui n'ont pas justement de politique de gouvernance dans un contexte comme celui-ci ? En fait, il y a un sujet qui est super important par rapport à ce que vous venez de dire, c'est la consommation de l'IA. Quand ChatGPT et consort est arrivé, c'était de la curiosité. Donc on accédait à ChatGPT, on voyait un peu à quoi ça servait. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un vrai outil consommé par les entreprises pour réaliser des tâches d'entreprise. Quand on voit qu'il y a une augmentation x3 de GenAI, mais x6 de la donnée, c'est qu'il y a de plus en plus de prompts qui sont envoyés. Et ça, c'est un vrai risque de sécurité parce qu'on peut voir des données sensibles de l'entreprise partir, mais aussi parce que ça simplifie la vie des collaborateurs. Les collaborateurs l'utilisent pour simplifier leurs tâches, trier leurs mails, organiser leurs dossiers, etc., etc. On parle d'agents, il y a également, parce qu'on parle de GenAI, de ChatGPT, etc., mais on voit des agents sur les postes de travail qui sont de plus en plus consommés, type OpenClaw, Manus et compagnie. Et ça, on voit qu'effectivement, il y a un manque de régularisation de ça au sein de l'entreprise, de contrôle et également de maîtrise de façon générale de comment on consomme l'IA et qu'est-ce qu'on en fait, finalement. Et c'est quoi, c'est un problème de sensibilisation? C'est un problème de culture du risque? Il y a plusieurs problèmes. Un, c'est une question de maturité. Comme expliquait David, on ne voit pas tout ce qu'il se passe, donc c'est difficile à partir du moment où on ne voit pas de contrôler. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, les enjeux business, qui passent avant les enjeux sécurité. Il y a un contexte économique global qui fait que on cherche à aller plus vite que le concurrent, que le compétiteur. Donc, à ce moment-là, qui gagne, on va dire, cette guerre entre le réseau, la sécurité et les enjeux business, c'est le business. Donc finalement, nous, on est là pour essayer de rabibocher tout le monde et de faire en sorte, à travers des outils de visibilité et de contrôle, de pouvoir continuer d'utiliser les outils d'IA, mais les outils d'IA avec de la maîtrise. Oui, parce qu'au final, soyons peut-être transparents sur la réalité, on ne peut pas vivre sans ces outils-là. Hein. Moi, personnellement, je l'utilise. On ne peut plus, voilà, exactement. Et on n'est qu'au début. Hein. Exactement, et on n'est qu'au début. Et en fait, ce sont des outils qui se sont tellement intégrés, parfaitement imbriqués dans notre quotidien au travail, qu'il est très compliqué aujourd'hui de venir et dire vous allez faire sans. Qu'en fait, maintenant, il faut penser l'entreprise, et vous me direz ce que vous en pensez, avec ces outils. Hein. Et c'est un vrai sujet. On compare souvent l'essor de l'IA par rapport à ce qui s'est passé avec le cloud public. À l'époque du IaaS, avec Amazon, Azure, etc., où on a vu une transition vers le cloud qui s'est faite, mais qui était beaucoup plus structurante et beaucoup plus compliquée à amener que l'IA aujourd'hui. L'IA aujourd'hui, en une matinée, on peut développer quelque chose, on peut mettre en place un process qui révolutionne la façon dont l'entreprise fonctionne.
Et il y a le problème de sécurité qu'évoquait Stan, mais il y a aussi le coût que ça engendre. On voit aujourd'hui des entreprises qui ont des facturations a posteriori de plusieurs millions de dollars ou d'euros, peu importe, parce qu'il y a une consommation massive de l'IA sans contrôle derrière. Je prends l'exemple de Claude, qui est un des outils IA les plus utilisés sur le marché, a une API qui est extraordinaire, qui fonctionne très bien, et comme vous l'avez dit, c'est évidemment fondamental pour l'entreprise, mais ça a un coût démentiel derrière. Et sans maîtrise, sans contrôle de ça, on voit les entreprises effectivement qui explosent leur budget. Et ça, en plus du risque de sécurité, c'est un risque réel pour le business. Ok, donc en fait, finalement, deux risques. Un risque financier, bon, si on se retrouve avec des factures difficiles à gérer, et un risque de cybersécurité, qui est le sujet. Pour des raisons de confidentialité évidentes, on ne peut pas parler de tout, mais on a des clients qui ont reçu des factures qui dépassent 5 millions de régularisation, d'échanges d'API. Alors, attention, d'un point de vue business, je ne sais pas si c'est rentable ou pas, mais ça leur a permis de gagner 3-4 mois sur un dev d'appli interne, de scroll, etc. Mais à la finale, personne n'avait prévu ces montants-là. Parce que tout le monde s'est dit, l'outil est simple, l'outil est facile, c'est bien, je gagne beaucoup de temps. Mais à un moment donné, les plateformes sont pas gratuites. Elles ont un modèle économique qui fait que plus on fait d'appels, plus on fait de calls API, plus c'est facturé. Et sauf qu'on est sur de la facturation a posteriori. C'est toujours intéressant de le savoir. Ouais, un peu compliqué. Alors justement, je discutais avec un RSSI, donc d'une entreprise à peu près 200 salariés, qui avait reçu en fait, qui a subi un ransomware, qui du coup a pu négocier des budgets, parce qu'en général ça vaccine. Quand on se prend une attaque, on est tout de suite beaucoup plus enclin à rajouter du budget sur des solutions en cybersécurité. Et justement, il m'expliquait que lui voulait lancer un projet notamment de SASI, un chantier SASI avec Netskope, mais que justement il avait encore quelques blocages. Et c'est pas le seul en fait qui m'a fait ce retour-là. Quand je parle des chantiers SASI, je vois qu'il y a des retours où effectivement il y a un besoin, il y a une envie, mais on a quelques points bloquants, peut-être une difficulté de mise en place. Alors je voulais avoir vous, votre expertise. Qu'est-ce qui se passe avec les chantiers SASI exactement ? Qu'est-ce qui se passe avec les chantiers SASI ? SASI finalement c'est la concaténation de tout un tas de sous-ensembles. D'accord. Le SD-WAN, le proxy d'ancienne génération, le VPN de nouvelle génération avec le ZTNA, etc. Donc finalement, la complexité pour les clients, c'est de savoir par où ils vont commencer. La réalité, elle est là. Parce que des projets, des chantiers SASI from scratch vers une approche full SASI, en 5 ans, j'en ai pas vu une seule. D'accord. J'en ai pas vu une seule parce qu'en fait, c'est un peu un fourre-tout. C'est une grande armoire avec plein de tiroirs. Et en fait, les clients vont travailler au regard d'un écosystème, de contrats existants, d'amortissement. Ils vont pas lancer tous les chantiers en même temps parce que finalement, ils n'ont pas commencé de la même façon tout en même temps quand ils ont commencé. Tout s'est imbriqué au fil du temps. Et donc, ils commencent par le remplacement de leur proxy web ou alors le remplacement de leur SD-WAN dit 1.0 vers du SD-WAN next-gen avec la solution Netskope, vers des chantiers de remplacement de VPN, IPsec ou SSL, comme c'est la mode aujourd'hui, parce que pas mal d'équipementiers sont arrivés en fin de vie, fin de support de leur solution, et donc sont contraints et forcés à changer de solution, et donc commencent à discuter avec nous. L'idée, c'est que c'est pas un problème de SASI, c'est plus un problème de par où on commence sur ces sous-ensembles de solutions, parce qu'à la finale, réellement, même dans les petites ETI, on n'a pas de clients qui font des transformations full SASI du jour au lendemain. Ce qui est important de prendre en considération, c'est que le SASI reste le socle finalement de l'architecture, parce que quand on prend le cas d'usage du ransomware, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une fuite de données, ça pourrait être n'importe quoi. En fait, parfois, on s'attache trop à vouloir empêcher la réalisation du ransomware. Une fois qu'il est là, d'empêcher qu'il puisse s'activer. En fait, ce qu'on devrait faire, c'est déjà se baser sur comment il est arrivé. Comment on peut l'empêcher d'arriver. C'est comme si aujourd'hui, dans une maison, je blindais la porte, mais je laissais les fenêtres ouvertes. C'est un peu le principe du SASI, c'est d'être le socle, de faire en sorte que, notamment grâce au SASI Netskope, de faire en sorte que tout ce qui sort de l'entreprise, tout ce qui pourrait rentrer par l'entreprise, quel que soit l'endroit où on se trouve, que ce soit par exemple dans l'entreprise ou en dehors ou sur des postes perso ou des partenaires, ça passe par un environnement maîtrisé sur lequel on peut contrôler les accès. Et c'est vrai que cette erreur, effectivement, de se dire le SASI, je le ferai après, en fait, il faut vraiment le prendre comme un socle initial dans lequel on va déjà contrôler l'accès pour ensuite limiter le champ des possibles, la surface d'attaque, la fameuse surface. Et après, effectivement, commencer à peut-être mettre en place des choses plus en relation avec la menace, mais en tout cas, l'accès, le socle, il est fondamental.
Alors, je voyais également que Netscope était leader dans le Magic Quadrant du Gartner pour la 4e année consécutive, notamment sur le segment SASI, qui est le vôtre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ce quadrant, comment il est mesuré, qu'est-ce que ça représente exactement? Parce que j'ai l'impression que c'est important. On me le dit souvent. Voilà. Alors, quand j'ai des calls avec des clients, on me parle du Gartner. Ça représente un support d'aide à la vente, très clairement. C'est important pour un client d'être dans la capacité d'être sûr que la solution qu'il a shortlistée ou qu'il a choisie soit bien positionnée. Et on est très content parce que cette position de leader, elle nous fait dire et voir à travers cette fameuse croix du Gartner. Pour rappel, on la lit de quelle façon? L'axe de l'abscisse est la partie vision. Donc plus on est à droite, plus on est visionnaire. En avance. En avance, en capacité à répondre aux problématiques d'aujourd'hui, mais aussi et surtout celles de demain. Sur l'axe des ordonnées, donc on a la capacité de savoir si la compagnie qui est positionnée est en capacité de délivrer son message. Donc ça, c'est très important pour nous, mais à la finale, on est très content d'être présent à cet endroit-là et d'être sur les 6 critères importants que Gartner met en avant, premier sur 4. Mais la réalité, c'est que c'est pas une vérité absolue. Ah, c'est intéressant. C'est rafraîchissant d'entendre ça. Ouais. En fait, Pourquoi le Gartner reste une vision, alors déjà américaine, de ce qu'est le marché de la cyber sur les différents quadrants. Mais ce qui est vraiment réel, c'est le cas d'usage des clients, le cas d'usage des entreprises. Et c'est pour ça qu'on pousse nos clients à faire des POC, parce que le Gartner a une vision sur des critères que lui-même a définis, sauf que c'est pas les mêmes dans tous les secteurs d'activité, c'est pas le même pour toutes les entreprises dans un même secteur. Donc c'est super important en fait que même si celui-ci nous positionne très bien, comme l'a dit Stan, qu'on soit en capacité, effectivement, quand on discute avec des clients, de bien comprendre leurs besoins, leurs contraintes, leurs cas d'usage, leurs besoins business, est-ce qu'ils utilisent l'IA ou pas, et vraiment de se référer à ça pour vraiment montrer la valeur de la technologie, de la solution, de la plateforme SASI, pour faire en sorte après que ça réponde vraiment au cas d'usage. Puis il y a des questions qui nous sont posées à travers les échanges qu'on a avec des prospects qui ne sont dans aucun des critères de Gartner. Et aujourd'hui, finalement, c'est la capacité qu'on va avoir à s'intégrer avec un écosystème de solutions déjà en place, très important, parce que c'est bien de dire qu'on est les plus beaux, qu'on est le meilleur, parce que Gartner l'a dit, mais la réalité, c'est qu'il y a souvent, pour pas dire toujours, un existant. Donc cette capacité à se fondre dans le décor et de ne pas amener un Big Bang dans l'entreprise, ça c'est le numéro 1. Et puis des questions qui sont, avez-vous capacité à vous intégrer avec mes annuaires, de récupérer tout ce que j'ai déjà créé pendant des années sur l'identité des collaborateurs. Ça, aujourd'hui, vous regardez un petit peu dans les critères de Gartner, c'est pas noté. Okay. Donc finalement, ça permet de donner de la crédibilité. Voilà, ça permet peut-être d'ouvrir la conversation, mais après, justement, c'est par les cas d'usage, c'est par la compréhension de l'écosystème du client que vous allez pouvoir justement avancer. Alors, justement, vous êtes dans une pièce et vous échangez avec un CISO, donc un prospect, un potentiel client. Quelles sont les questions qu'on vous pose droit dans les yeux? Quels sont les challenges? Voilà, comment on vous challenge? Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs et ça dépend effectivement des différents clients. Les principaux qu'on voit aujourd'hui, c'est comment je suis capable de récupérer de la maîtrise sur ce qui se passe. On l'a dit tout à l'heure sur l'IA. Comment je suis capable de voir ce qui se passe, parce que finalement, on ne peut pas protéger si on ne voit pas, forcément. Donc finalement, c'est ça. Comment la solution va permettre aussi de diminuer le nombre de solutions que l'entreprise va avoir, parce qu'aujourd'hui, on voit une multiplication du nombre de solutions de sécurité qu'on peut trouver dans une entreprise. Donc ça veut dire une complexité de gestion, une complexité de sécurité, la fameuse règle NNI accepte au milieu de toute l'architecture qui pose problème. L'idée, c'est de rationaliser ça. Et surtout, d'un point de vue sécurité, comment je peux augmenter la posture de sécurité. Ça, c'est les 3 grands pans, donc administration, enfin, visibilité, administration, sécurité, qu'on voit qui sont de plus en plus demandés, la majorité du temps demandés par nos clients. C'est ça, et je rajouterais aussi, parce qu'on a les enjeux autour du SASI qui tournent à mi-chemin entre le réseau et la sécurité, on nous demande souvent, en termes d'expérience utilisateur, quelle est la capacité d'une solution comme Netscope d'apporter non pas une nouvelle fois un frein dans le déploiement d'une solution de sécurité, parce qu'ils ont des dizaines, des centaines d'agents sur les machines, et chaque agent il va de sa petite consommation. Donc c'est de savoir un petit peu quel est le bon compromis entre la performance et la sécurité, et finalement à travers des mécanismes qui sont fournis par Netscope, avec agents ou sans agents, cette capacité de pouvoir répondre à des enjeux et des problématiques de sécu, sans finalement arriver à ralentir le business au day-to-day.
C'est vrai que je me souviens, j'avais fait des émissions au début de cette chaîne où on avait comme thématique la question de la cohérence entre l'envie et l'objectif de cybersécurité et l'utilisation client. Et la résultante, en tout cas la conclusion qu'on avait assez souvent, c'était de dire qu'elles étaient incompatibles. Qu'aujourd'hui, on avait encore, enfin aujourd'hui, c'était au début de la chaîne quand même, qu'on avait encore du mal en fait à imaginer des solutions de cybersécurité qui soient faciles d'utilisation, alors qu'en réalité, à la fin de la journée, vous êtes utilisé par des humains qui doivent en fait pouvoir le faire de façon simple, parce que si ça devient une contrainte supplémentaire dans un contexte de contrainte continue, ça peut poser problème. Alors David, vous parliez justement du nombre de solutions, et c'était l'une des questions que j'allais vous poser, parce que j'avais discuté notamment avec des directeurs de la cyber, dont un qui m'avait dit, vous savez, nous on a quasiment plus de 70 solutions, dashboards différents, donc je comprends quand même que c'est pas simple à gérer, je comprends que ça pose des limites, et donc je me suis demandé concrètement, comment justement vous pouvez peut-être venir apporter une solution, et c'est quoi un peu le quotidien de ces équipes quand ils ont comme ça 70 dashboards, ça ressemble à quoi? C'est horrible. Oui, j'imagine. Ouais. C'est horrible parce que en fait, la problématique, c'est toujours d'être capable d'identifier quand il y a une problématique, où est la problématique. Dès qu'on passe par des solutions de proxy web qui sont différentes de la solution qui gère le DLP, qui gère la partie ZTNA, etc., etc., on se retrouve à avoir une chaîne de décision, une chaîne d'action qui est juste horriblement compliquée à gérer. Et le but d'une approche comme ça de Netscope, l'approche SASE de Netscope, c'est de venir finalement soit remplacer des mécanismes déjà existants, des solutions legacy, comme ça on le disait tout à l'heure, par une seule plateforme, une seule console, un seul reporting unique, pour avoir le maximum de visibilité dans la chaîne, et ou s'intégrer avec l'existant. Typiquement, d'être en capacité de récupérer des métriques à droite, à gauche, récupérer des métriques de l'EDR, de la solution de messagerie, de la solution d'annuaire ou quoi que ce soit, pour justement être capable de corréler ça et sur une vue unique, être capable de représenter la problématique. Une des forces de Netscope, c'est la partie reporting, dashboarding. Beaucoup de solutions, comme on l'a dit tout à l'heure, ont un rapport pour la partie web, un rapport pour la partie DLP, etc. Notre rapport Advanced Analytics, notre module Advanced Analytics, permet de faire des dashboards corrélés de tout ça. Donc typiquement, si on a eu un problème entre l'utilisateur et l'application, que ce soit passé par la partie web, qui a eu du DLP ou pas, on voit toute la chaîne. On a même un dashboard qui s'appelle Insider Threat, qui permet de visualiser et de concaténer l'ensemble des éléments, que ce soit la partie malware, la partie data protection, le comportement utilisateur, la source du collaborateur, enfin plein d'éléments finalement qui pourraient être dans différents dashboards, mais là sur un seul, et d'identifier un risque collaborateur corrélé de tout ça. Un collaborateur qui va sur ChatGPT, c'est pas forcément un problème. Un collaborateur qui va sur ChatGPT, qui poste un message qui contient des données personnelles qu'il a fait depuis un poste non maîtrisé en dehors de la France, ça peut être suspect. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous envoyez une alerte? On peut envoyer une alerte. On peut mettre en avant aussi des systèmes de remédiation automatisés. Typiquement, on a des interconnexions avec des SIEM, avec des ITSM, où typiquement, on est capable de créer un ticket automatiquement dans ServiceNow lorsqu'il y a ça. On est capable d'alerter un SOC automatiquement lorsqu'il y a ce genre d'événement, etc. En fait, c'est la vraie force de Netscope, en plus de notre capacité de sécurité, la plateforme, etc. C'est cette capacité à s'intégrer dans l'écosystème du client pour vraiment faire en sorte de créer une colle entre tout ça et d'automatiser des tâches qu'on appelle à non-valeur ajoutée, qui est de ne pas demander à l'administrateur de toutes les 5 minutes de réfléchir le dashboard sur Netscope. C'est effectivement de créer cette automatisation de bout en bout. Alors si je comprends bien, je suis par exemple collaboratrice dans une entreprise, je vais sur ChatGPT, je mets dedans un document confidentiel, et justement vous allez pouvoir l'identifier et envoyer une alerte. Exactement. Alors je me pose la question, parce que en plus, j'étais sur une émission ce matin sur la donnée. Qu'est-ce que la donnée sensible? Chaque entreprise va avoir son contexte et va estimer que cette donnée est plus sensible que l'autre. Celle-là, c'est un risque qui est accepté. Donc, est-ce que vous avez, des frameworks où c'est, dès que c'est des contrats, dès que c'est telle information, c'est alerté? Ou est-ce que le client peut vous dire, moi, chez moi, ça, c'est de la donnée sensible, je veux être alerté si un collaborateur le fait fuiter à un moment ou à un autre? En fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on a, par défaut, énormément de profils disponibles par rapport à des normes classiques GDPR, PCI-DSS, etc. On a des capacités de créer nos propres profils. Le client a la capacité de créer ses propres profils par rapport aux entités qu'on a déjà. Et on a également des mécanismes d'apprentissage qu'on appelle Train Your Own Classifier, qui permettent de faire ingérer à Netscope du positif et du négatif en termes de contenu pour être capable d'identifier un contrat, des badges, par exemple, de collaborateurs, etc., pour être sûr d'identifier que par rapport à ce que le client considère comme sensible, on soit capable de l'identifier, même si c'est une image, même si c'est du texte, etc. Et ce qui est super important par rapport à ça, c'est qu'en plus du type de données qu'on va être capable d'analyser, ce qui est important, c'est d'identifier les comportements. Et vraiment là où on le fait. Parce que la grosse problématique de sécurité, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que lorsqu'on veut appliquer un mécanisme de sécurité, ça dépend du contexte.
je vais uploader une donnée confidentielle sur le copilote de l'entreprise, Microsoft Copilot. Bah, fondamentalement, il peut avoir le droit. Mais s'il le fait sur un copilote qui n'est pas celui de l'entreprise, là, c'est là que je veux le bloquer. Et cette capacité de distinction, c'est une des forces de Netscope de dire, bah, en fait, je vais pas te créer une alerte si tu le fais sur copilote. Je vais te faire uniquement une alerte si tu le fais sur un copilote qui n'appartient pas à l'entreprise. Okay. Il y a un concept de coaching aussi. Exactement. Qui est là pour je suis Yasmine et j'ai besoin d'utiliser ces outils d'IA qui soient pas une réponse oui ou non. Et c'est en ça où Netscope a des vrais éléments différenciants et c'est ce qu'a été la keynote de Sanjay Berry, notre fondateur, il y a 1 an et demi aux Assises. C'est l'introduction d'un nouveau concept qui est le oui mais. Okay. Et le oui mais, c'est tu vas pouvoir utiliser de l'IA, mais en fonction de ce que tu vas faire, quelle plateforme tu vas utiliser et quelles données tu vas utiliser, tu vas recevoir un pop-up si tu frôles la ligne rouge et on va te réorienter vers les bons supports, les bons outils et peut-être te dire que dans le document que tu souhaites partager avec l'outil d'IA, il y a trop de données confidentielles, donc t'alerter de tout ça. Alors justement, pour ma prochaine question, c'est sur la question des infrastructures physiques. Je comprends que SASI, ce sont aussi des infrastructures physiques, des data centers sur lesquels justement repose toute l'architecture. Quel est l'avantage ou non d'ailleurs d'avoir en fait ses propres architectures physiques et de ne pas reposer sur des hyperscalers? Déjà, est-ce que c'est votre cas? Et quel est l'avantage ou le désavantage? Non, c'est pas du tout notre cas et ça a été le choix depuis le jour 1 de construire une infrastructure en propre. Donc on a appelé New Edge. On s'est fait épauler dans ce monde cyber, IT, réseau, par sûrement, au-delà d'être des gens très compétents, des experts en la matière, parce qu'ils l'avaient fait dans une vie précédente en ayant structuré le réseau d'AWS. Donc on s'est fait épauler de ces gens-là, et en fait on a constitué, en fonction d'une feuille de route, en fonction de critères bien spécifiques, des data centers qui sont identiques que vous soyez à Bogota, à Miami, à Paris, à Marseille, à Berlin ou à Pékin. Ce que je vous dis, ça a l'air simple, mais ça permet plusieurs choses. 1, d'être complètement résilient, parce que l'ensemble des data centers sur la planète sont physiquement, structurellement les mêmes, en capacité de gérer les mêmes fonctions, la même capacité. Et on cherche aujourd'hui, on le voit au niveau des normes qui arrivent de plus en plus, de la résilience. Donc c'est très important. Ça, c'est le point numéro 1. Et le point numéro 2, c'est aussi d'avoir une longueur d'avance par rapport à tout un tas d'acteurs de ce marché. Pas ceux qui ont décidé de s'intégrer ou de s'interfacer avec des hyperscalers, mais plus ceux qui avaient aussi une approche purement cloud, qui ont décidé d'avoir finalement des infrastructures différentes en fonction d'une région ou d'une autre. Et finalement, on parlait tout à l'heure d'expérience utilisateur. C'est finalement ni plus ni moins ce qu'elle nous amène en plus, c'est le fait de ne pas avoir de ralentissement dans le traitement du flux que l'on va intercepter et donc analyser. Avec des data centers de la sorte, c'est fait en un seul trait et on n'a pas besoin de s'appuyer sur telle ou telle ressource à côté. Et c'est là vraiment l'élément différenciant de l'infrastructure de Netscope. C'est exactement ça, c'est que on parlait tout à l'heure des demandes de nos clients. Une des contraintes, c'est de se dire, OK, je vais mettre en place plus de sécurité, mais quel va être l'impact sur l'utilisation de mes services, l'impact sur l'expérience utilisateur. Le fait d'avoir tout ce qu'a dit Stan, ça nous permet, donc les fameux SLA, de se dire, le trafic que l'on va déchiffrer, c'est ça qui est très important, c'est qu'on est quasiment que sur du trafic chiffré, que ce soit du GenAI ou du Office 365, ou même l'Ecole API vers Cloud dont on parlait tout à l'heure. Tout ça, il faut être capable de le déchiffrer, analyser en temps réel et être capable d'inspecter ce qui se passe. Et ces fameux SLA qu'on est capable de proposer, on est les seuls du marché à pouvoir le faire parce qu'on a notre propre infrastructure. On ne peut pas se baser sur des SLA d'un vendeur type Amazon, Azure, peu importe, si eux-mêmes ne fournissent pas des SLA de performance. Et deuxième point, c'est aussi la diversité de localisation dans laquelle on est. Le fait de ne pas être dépendant d'un cloud provider, ça nous permet d'être absolument partout. On a par exemple intégré Istanbul il n'y a pas longtemps et Honolulu. Donc on va se dire, pourquoi Honolulu? Mais en fait, c'est un breaking point super important d'un point de vue fibre maritime dans le Pacifique. C'est l'interconnexion entre les US et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc être là, c'est stratégique. Toutes les îles autour ou tous les pays autour, en tout cas les continents autour, vont pouvoir profiter de ce backbone-là pour justement avoir de la sécurité et de la performance. Donc cette flexibilité-là nous permet d'apporter performance et sécurité. Sans compromis. Sans compromis.
Alors pour aller justement dans la continuité de cette question sur les infrastructures, forcément, moi je vais penser à la question de la souveraineté. Est-ce qu'aujourd'hui, être une entreprise qui détient ses propres infrastructures, c'est un avantage concurrentiel? Alors on voit ce qui se passe dans le monde, on voit l'inquiétude des directeurs de la cybersécurité, ça devient un sujet de discussion en tout cas qui se pose sur la table. Je veux bien avoir votre avis. Souveraineté et cloud, pendant longtemps, ça n'a pas fait bon ménage. Parce que, oui, on a des infrastructures en propre, mais finalement, c'est pour délivrer un service cloud. Pendant longtemps, les clients nous ont dit, mais si vous êtes cloud, vous pouvez pas être souverain. C'est pas totalement vrai. Et clairement, c'est notre idée depuis le début, c'est d'avoir mis en place des POP, des points de localisation, partout dans le monde, et spécifiquement sur des régions qui peuvent être réglementées. Je vais parler de l'écosystème de la France, pays limitrophes, comme l'Angleterre, comme vous le savez, qui est sorti de l'Europe suite au Brexit et qui a ses propres data centers par rapport à des réglementations très très locales. Il y a la Suisse, mais pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en France, on a 4 data centers qui vont traiter le trafic et que l'on va pouvoir choisir au niveau de l'interface d'être les data centers qui vont processer le trafic et ensuite, pour suivre les réglementations RGPD ou autres, en capacité de pouvoir stocker les logs, les métadatas, au niveau des data centers en Allemagne, de Francfort ou d'autres pays limitrophes, pour pouvoir être complètement alignés aux réglementations. Après, souveraineté étant un mot très très large. Moi, en tout cas, pour répondre à la problématique et à la partie SASI, on va avoir cette capacité à pouvoir choisir vraiment les emplacements spécifiques permettant de processer le trafic et de stocker la métadata. Et le gros avantage d'avoir ses propres infrastructures, c'est qu'on est en maîtrise de là où part la donnée. Parce que quand on se porte sur un cloud provider, on est dépendant de là où sont leurs disques durs, là où part finalement le stockage. On maîtrise tout de A à Z. Donc aujourd'hui, quand on travaille avec un client, on est capable de fournir des documents de privacy et de compliance qui sont extrêmement détaillés pour savoir comment est traité chacune de ces métadatas, comment est gérée la configuration, comment sont gérés les dashboards dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est extrêmement clair et extrêmement précis parce que justement, on a nos infras. Alors, autre question, c'est celle des IA agentiques qui héritent des droits d'accès de leurs utilisateurs et qui agissent à grande vitesse. Alors, c'est une crainte, c'est un risque, je le comprends, j'aimerais qu'on me l'explique pour le public qui est en train de nous écouter. Quels sont les risques liés à ça? Et surtout, qu'est-ce que vous avez, vous, observé par rapport à votre écosystème, aux clients avec lesquels vous travaillez, et comment vous anticipez ce risque? C'est ce qu'on disait au début, la démultiplication de l'usage de l'IA intègre cette partie agent. La problématique de l'agent, c'est que c'est extrêmement sexy. Grosso modo, j'installe un agent sur mon poste, ou je peux installer un agent au sein de l'entreprise, ça va tout faire. C'est incroyable. On voit des outils comme OpenClaw, comme Manus, comme Claude Cowork, qui sont des outils qui sont incroyables. J'ai testé, c'est vraiment incroyable. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où partir de données. On entendait beaucoup parler de Manus, qui a été racheté par Meta. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant que ça a été racheté par Meta? Alors que Manus a accès à tous les dossiers, tous les fichiers du poste de travail, toute la messagerie, absolument tout. Effectivement, on est vraiment dans le cœur du sujet. C'est comment je suis capable déjà de voir ce qui a été fait. Est-ce que mes collaborateurs ont installé OpenClaw, Claude Cowork, etc. Et qu'est-ce qu'ils en font? Fondamentalement, certains font des actions locales, donc on pourra se dire ça va, mais certains vont aller faire le traitement dans le cloud. Et le fait de passer par une solution comme Netskope, ça nous permet d'avoir de la visibilité et du contrôle. Déjà, ça c'est pour ce qui pourrait être non légitime. Après, pour ce qui est légitime, on parlait tout à l'heure de 2 volets, la partie sécurité et la partie coût. Sur la partie sécurité, c'est bien évidemment d'éviter, comme je disais avant, d'utiliser des agents et des connexions API vers des IA externes qui ne seraient pas maîtrisées. Et après, sur la partie coût, je reprends l'exemple de Claude et du fameux client dont on parlait tout à l'heure. Sa grosse problématique, c'est qu'il avait budgétisé Claude par rapport à un modèle qui était IQ, qui est le modèle, grosso modo, le plus simple, le plus rapide, etc. Sauf qu'il n'avait aucune maîtrise sur ce que les agents faisaient. On peut utiliser Sonnet, on peut utiliser Opus, sauf que chacun d'entre eux avait fondamentalement des coûts différents. Ce que nous, on est capable de faire, par exemple, c'est d'être capable d'identifier la donnée qui est demandée à Claude et d'être capable de dire, OK, par exemple, là, tu veux utiliser Opus, c'est du code source, OK, c'est le meilleur pour ça, tu peux le faire. Par contre, là, tu veux juste traduire un document, utiliser Opus pour ça, c'est un peu too much, tu vas plutôt utiliser IQ. Et c'est ce niveau de contrôle également qu'on est capable de voir et d'apporter à nos clients, et c'est ça qu'on voit aujourd'hui comme demande. C'est plus vraiment que de la sécurité, c'est de façon globale, comment je vais consommer l'IA, qu'est-ce que je vais pouvoir consommer,
et comment je vais pouvoir le consommer pour optimiser notamment aussi les coûts. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'IA est la même en fonction des secteurs d'activité? J'imagine que non. Quelles sont les différences? Quels sont les cas d'usage, un petit peu ce que vous constatez en fait sur le terrain? En fonction des métiers, vous l'avez dit. Quand on est dans une banque, on va utiliser l'IA sur les mécanismes antifraude. Dans l'industrie automobile, on va essayer de rendre la voiture de plus en plus autonome. Donc, chaque métier, chaque verticale va avoir son intérêt et sa façon de consommer l'IA, mais avec finalement exactement les mêmes problématiques que résume David. Finalement, on va être en surconsommation dans les mois, années à venir. Et l'idée, finalement, c'est de remettre l'église au milieu du village, redonner de la visibilité aux clients qui vont utiliser ou surconsommer ces solutions-là, pour ensuite faire le tri et faire en sorte d'utiliser à bon escient le bon outil pour le bon usage. Un des éléments que nos clients nous ont beaucoup remonté, c'est comment Netscope peut être capable aussi de m'apporter cette map, finalement, cette visibilité globale. On parlait d'IA, effectivement, de sécurisation, mais aussi comment nous, on utilise l'IA. Et ce qu'on a intégré, effectivement, dans nos moteurs ou dans nos dashboards, c'est cette capacité, finalement, à corréler tout ça et à simplifier la vue administrateur. D'avoir cette vue, finalement, ce qu'on appelle DAI Discovery, d'être capable de voir ce qui a été consommé, comment ça a été consommé, par qui, et comparer ça par rapport aux différents secteurs d'activité. De dire, typiquement, tu fais partie de la santé, dans la santé ou dans la finance, peu importe, voilà ce que nous on voit. Tu es en cohérence avec ce qui se passe ou pas. Ça peut donner des indicateurs. Typiquement, si Claude n'est pas utilisé dans le retail, tu utilises beaucoup Claude, pourquoi? Ça, c'est vraiment l'idée, et aussi de simplifier après ce qui va après. Sur la donnée, d'être capable de prendre des millions d'alertes et de les résumer en quelques incidents critiques avec l'IA justement derrière aussi. D'accord, donc finalement, en fait, ça permet d'un côté, effectivement, de sécuriser, parce que c'est le but, et c'est d'ailleurs tout le sujet de cette discussion, mais ça permet aussi d'optimiser, parce que vous venez avec un bagage de retour d'expérience de différents secteurs, et vous dites, nous avons travaillé dans ce secteur, vous êtes peut-être un peu en retard, peut-être il faudrait faire ça ou ça, en fait, les orienter. Donc vous venez en fait quelque part aussi avec une petite couche de conseils et d'accompagnement, dans un monde où on est en train de multiplier les outils IA de partout. Exactement. Nous, ce qu'on dit, c'est pas qu'il faut pas utiliser l'IA, c'est un super outil, mais on peut vous aider à mieux le maîtriser. Et encore une fois, on revient sur la discussion des data centers en propre. Ça, ce n'est uniquement possible que si on a notre infra en propre et qu'on est capable de garantir des SLA de performance pour dire tout ça, on va vous l'apporter, on va vous le garantir avec des performances qui elles-mêmes sont garanties. Et justement, des retours que vous avez pu voir de l'ensemble des clients que vous avez déjà rencontrés, à quel moment un client se réveille et se dit « bon, j'ai besoin de mettre en place un chantier SASI ». C'est quoi les points un petit peu déclencheurs avec les contraintes ou les craintes avec lesquelles ils viennent vous voir? En tout cas, ils font le pas, je dirais. Souvent, on en a parlé, souvent l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur avec les solutions dites legacy, dites existantes mais vieillottes, qui vont s'appuyer sur du matériel, du hardware, des appliances, des chipsets souvent dépassés. Un hardware ne pourra jamais concurrencer une solution cloud. Solution cloud, elle est élastique au possible, vers le haut en scale-up ou en scale-down. Quand elle le désire, quand elle le veut, le hardware, il est figé. Et ça, aujourd'hui, c'est le vrai aussi élément déclenchant. C'est ce qui a été, au moment du Covid, une source de revenus importante pour les acteurs du SASI à l'époque, parce que tout le monde s'est retrouvé à faire du télétravail. Maintenant, on est 6 ans après. En fait, il n'y a pas que les gens qui font du télétravail. Il y a les applications aussi qui ont quitté le réseau, les infrastructures. Tout Internet est devenu l'extension des réseaux des entreprises. Et finalement, en proposant une solution SASI, on devient la pierre angulaire des entreprises parce qu'on est le point de passage obligatoire entre l'utilisateur et sa ressource, peu importe où se trouve la ressource. Donc c'est en ça où on va aider les clients à apporter des réponses. Et la nouveauté, avec l'IA, avec l'agentic IA, avec le MCP, tout un tas d'autres gros mots sur lesquels vous aidera David, c'est la capacité maintenant de ne plus travailler avec un utilisateur qui va chercher une ressource, mais avec une ressource qui va chercher une autre ressource. D'accord. Parce que c'est ça l'idée, c'est d'utiliser les mécanismes d'IA pour aller optimiser des applications qui vont parler directement à d'autres applications. Non, mais effectivement, et c'est un point important. Et c'est vrai que l'IA, c'est un sujet d'actualité. Donc, c'est aussi un vecteur de réflexion pour les entreprises de partir sur ce genre de projet. On l'a dit tout à l'heure, sécurité, consommation, compréhension. Mais pas que, il ne faut pas oublier aussi le reste. Même si on parle beaucoup d'IA, il y a aussi tous les outils collaboratifs
Office 365, Google, etc. Et en fait, ce qui motive les entreprises aussi à passer le bon du SASI, c'est de se dire, je veux récupérer de la visibilité sur absolument tout. Pas que sur l'IA. Je profite de l'IA pour être un sujet, d'arrivée de ce sujet-là du SASI. Mais le but, c'est vraiment de récupérer de la visibilité sur absolument tout. Qu'est-ce que font mes collaborateurs? Depuis où? Comment? On voit par exemple des collaborateurs qui consomment des services SaaS depuis leurs outils personnels, depuis leur PC. En fait, c'est plein de blind spots auxquels les entreprises aujourd'hui, on voit de plus en plus, veulent vraiment s'affranchir. Ils veulent vraiment récupérer de la visibilité, comprendre. Encore une fois, pas bloquer les accès, pas empêcher l'IA, pas empêcher les cloud storage, pas empêcher tout ça, mais plutôt de recontrôler et d'éviter les vrais risques et réduire la surface d'attaque. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission et donc j'ai 2 questions pour vous avant de conclure. Alors, la première question est directement liée finalement à ce qu'on parlait tout à l'heure. On parlait justement de ce fameux Magic Quadrant et je comprends que vous êtes en haut à droite, ce qui veut aussi dire qu'en tant que société, vous arrivez à vous projeter sur les futurs risques ou développements à venir. Alors, du coup, ma question, c'est côté Netskope, quel est votre roadmap pour les 3 à 5 prochaines années? C'est un sujet vaste, mais effectivement, on l'a dit tout à l'heure, depuis tout à l'heure, l'IA va faire partie intégrante de cette roadmap. Que ce soit dans la façon dont nous on l'utilise, dans nos mécanismes de sécurité, dans notre façon de comprendre comment fonctionnent les menaces, mais également dans l'administration, les fameux outils de dashboarding, etc., automatisés avec du conseil, avec de la recommandation, mais également comment on va pouvoir sécuriser les environnements IA de nos clients, que ce soit du GenAI, que ce soit de l'agentic, ou que ce soit également du LLM interne, avec du red teaming, etc. Ce sont des choses qu'on fait déjà, mais on a vraiment volonté à accélérer de plus en plus sur ces mécanismes-là. Le gros avantage de Netskope, c'est qu'on est conçu pour ça. On vient de l'application, on vient de la data. Donc ce n'est qu'une extension de ce qu'on sait déjà faire, et on a vraiment le moteur derrière. Et également, notre but, c'est d'uniformiser la notion de data. La grosse problématique qu'on voit aujourd'hui chez nos clients, et ce qu'on a déjà commencé, c'est j'ai une donnée qui peut être sur mon serveur local, qui peut être dans le cloud, qui peut être sur mon poste de travail géré par mon agent IA, etc. L'idée, c'est d'uniformiser ça afin qu'une politique unique marche finalement et soit accessible pour l'ensemble des vecteurs d'attaque ou les vecteurs d'exfiltration. C'est déjà possible aujourd'hui, on sait déjà le faire, mais l'idée, c'est encore d'aller plus loin avec les LLM internes, d'être capable de rentrer plus dans le détail de ce que peut apprendre un LLM avec notamment la partie red teaming, être capable de dire, bah voilà, cette donnée-là, est-ce que tu es capable de me la sortir ou de la fonctionner cette partie-là? Pas que la vulnérabilité, mais également data. Donc il y a vraiment ce que nous on appelle la partie Unified DSPM, qui est vraiment d'unifier cette partie data. Et après, pour tout ce qui est fusion, acquisition, voilà, c'est des sujets un peu vastes. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vocation à toujours soit acheter des entreprises qui vont s'intégrer nativement ou très simplement dans l'écosystème, ou soit développer en interne. On a un gros focus de développement interne, et c'est la grosse force de Netskope. C'est que lorsque vous prenez la plateforme SASI Netskope, c'est pas en fait 15 consoles différentes, en fait on reproduit pas le problème des clients. L'idée, c'est de les résoudre. Donc on a toujours une seule console, une seule plateforme, un seul cloud privé New Edge pour l'ensemble. Et là, l'idée, c'est vraiment de continuer comme ça, ce qui a fait notre force, et c'est ce qui fera notre force demain. Et donc, ma dernière question, elle est pour vous, Stan. Quel est le conseil que vous donneriez aux gens qui nous écoutent concernant les chantiers SASI? Merci Yasmine. C'est une question intéressante et je vais essayer, comme on est en mode conclusion, de revenir sur la question numéro 1, mais plus sur la réponse qui était liée au fait qu'une entreprise sur 2 n'était pas encore prête à l'usage de l'IA en interne. On a encore, et ce sera mon conseil, trop de discussions avec des clients, avec des prospects qui n'ont pas encore décidé de déchiffrer le trafic. C'est un problème parce que tout ce qu'on vient de se dire et tout ce que l'on fait by design chez Netskope, donc la visibilité, les mécanismes de blocage, de coaching, de capacité de pouvoir voir le prompt d'un collaborateur, quelle donnée est envoyée, n'est possible qu'à partir du moment où vous déchiffrez le trafic. Et quand on sait que tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, à 95%, c'est posé sur Internet, et que sur Internet, on a 95% du trafic qui est chiffré, il faut vraiment passer la seconde et décider de déchiffrer le trafic, parce que pour pouvoir contrôler, il faut voir. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pu témoigner, répondre à mes questions, potentiellement également au public qui nous écoute. Alors, pour le public qui nous regarde, aujourd'hui, c'était l'angle d'attaque de Risk Intel Media, donc l'émission stratégie, business et cybersécurité. On avait avec nous Stan Nabé et David Fonseca, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur LinkedIn si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à commenter, partager. C'est ce qui nous permet aussi de vous créer un contenu aussi qualitatif. Merci encore à vous. Merci. Merci beaucoup.